entre les Français. Dans ce journal, des images de Saturne à plus d'1,5 milliard de kilomètres de la Terre. Madrid, la conférence au bord de l'échec. Mesdames et messieurs, bonsoir. 11 novembre, cette journée du 62e anniversaire de l'armistice qui mit fin à la Première Guerre mondiale, allait bien au-delà de la commémoration de l'arrêt des combats en 18. C'était un hommage, un remerciement de la nation aux combattants de tous les conflits qui se sont battus pour garder à la France son unité, son indépendance dans la victoire, son intégrité territoriale. À 11 h ce matin, le président de la République, ancien combattant lui-même, passant en revue les troupes et vint s'incliner au tombeau sous l'Arc de Triomphe. Vous l'avez vu en direct. Voici un résumé de la cérémonie par Jean-Michel Mercurol. L'hommage aux combattants de toutes les guerres, le salut de la France à tous ceux qui ont lutté sous les plis du drapeau tricolore, tel était le sens ce matin des cérémonies Place de l'Étoile. Il y avait là réunis de part et d'autre de l'Arc de Triomphe quelques 1500 drapeaux portés par les anciens combattants et les officiers de 40 régiments aujourd'hui dissous. Les accents de la marche funèbre de Chopin ont accompagné les pas du chef de l'État qui a déposé une simple gerbe de roses rouges sur la tombe du soldat inconnu. Journée du souvenir, le souvenir du sacrifice de près de 2 millions de Français morts sous les armes, ceux de 14-18, ceux de 39-45, ceux d'Indochine et d'Algérie. Le président de la République a ensuite remis les insignes d'officier de la Légion d'honneur à un déporté, M. Pierre Caron, résistant des forces françaises de l'intérieur, et à Mme de Galard, infirmière de l'armée de l'air en Indochine. Madame Geneviève de Galard, épouse de Home, infirmière à Dien Bien Phu, nous vous faisons officier de la Légion d'honneur. Le chef de l'État devait présider ensuite le déjeuner des anciens combattants organisé aux Invalides, tandis que M. Raymond Barre déposait une gerbe à la statue de Georges Clemenceau avant d'aller à Compiègne sur la clairière de l'armistice. Compiègne, c'est le wagon de l'armistice à Rotonde et c'est aussi le camp de Royal-Lieu où furent internés des milliers de Français pendant l'occupation et d'où ils ont été déportés vers les camps nazis de la Mort-Lente. Rien n'est jamais perdu, c'est la leçon d'un discours que le Premier ministre a prononcé en évoquant les deux guerres et en appelant une nouvelle fois les Français à l'effort devant les difficultés économiques. Pour M. Barre, je cite, il serait fâcheux, voire indigne, de faire croire qu'il y a des recettes miracles pour donner à tout le monde ce que tout le monde réclame, de répandre sur la France entière et au-delà des ressources que nous n'avons pas. Beaucoup de gens le disent, peu de Français le croient, c'est ce qui a permis et permettra au pays de faire face aux difficultés à venir. Fin de citation. Il y avait, vous l'avez vu à l'instant sur votre écran, près de 1500 porteurs de drapeaux aux Champs-Élysées. C'est que 1980, année du patrimoine, marque aussi le 100e anniversaire de la remise en 1880 par le président Jules Grévy de leurs emblèmes au régiment de l'armée française. C'est pourquoi le président Giscard d'Estaing avait décidé d'honorer particulièrement les porte-drapeaux et il les avait conviés, en même temps que d'autres anciens combattants, à déjeuner aux Invalides. Là, il a lancé un appel à l'unité de la France et à la solidarité entre tous les Français, car aujourd'hui, estime-t-il, le combat dépasse le cadre de nos frontières. Le combat pour notre indépendance et notre liberté se pose aujourd'hui en termes d'économie, en termes d'approvisionnement, en termes d'indépendance énergétique, comme aussi en termes de modernisation de notre industrie et de notre agriculture. Comme lors du temps des combats, nous savons que c'est à nous et à nous seuls, les Françaises et les Français, de résoudre ce problème. Il ne faut pas compter sur d'autres, amis ou ennemis,
confrontés aux mêmes difficultés pour nous apporter une solution miracle. Préparons nous-mêmes l'avenir de la France. Mobilisons l'ensemble de nos moyens, de nos ressources en intelligence et en travail pour surmonter et dépasser cette crise. Les difficultés de l'époque et les changements éveillent chez nos concitoyens un sentiment d'inquiétude, de crainte et d'insécurité. Certains exploitent cette inquiétude en tentant de faire renaître la haine, le sectarisme et la violence. Qu'ils sachent qu'ils rencontreront une inflexible volonté de combattre les ferments de haine et de destruction avec les seules armes que donne la loi de la République. En conclusion, le chef de l'État a appelé les Français à refuser les scepticismes et les découragements et à donner à notre peuple l'élan de vie, la foi en lui-même et en l'avenir de notre patrie. Hier soir, le président de la République et le chancelier allemand Schmitt avaient eu 4 heures d'entretien pour définir entre autres ce que vont pouvoir être les rapports États-Unis-Europe à l'arrivée au pouvoir de l'équipe Reagan. Entre une Amérique forte et une Europe assurée de sa puissance et de son rôle, pourront s'organiser, selon le président et le chancelier, le dialogue amical qui leur est naturel et une coopération qui aidera au maintien de la paix dans le monde. Et aujourd'hui, entre les diverses cérémonies du 11 novembre, c'est M. Habib Chati, secrétaire général de la conférence islamique, qui a été reçu à l'Élysée. M. Chati a révélé qu'il avait proposé à l'Irak et à l'Iran la formation d'un groupe de 6 chefs d'État musulmans avec pour objectif de tenter de régler le conflit irano-irakien. Par ailleurs, le Premier ministre iranien, M. Rajai, a confirmé la venue prochaine en Iran d'un envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, M. Kurt Waldheim, pour s'informer, selon M. Rajai, de la position iranienne et constater les traces de l'invasion irakienne, mais l'on peut penser que le dit envoyé de l'ONU mènera aussi des négociations. Le démarrage de la conférence de Madrid sur la coopération et la sécurité en Europe est entouré de maintes difficultés. Les pays représentés, c'est-à-dire toute l'Europe moins l'Albanie, plus Canada et États-Unis, ne parviennent pas à s'entendre sur un ordre du jour des travaux. Plusieurs projets ont été repoussés. On discutait encore là-dessus cet après-midi. Pendant ce temps, des manifestations ont eu lieu devant le siège de la conférence. Plusieurs Ukrainiens ont commencé une grève de la faim pour attirer l'attention du monde sur le sort de l'Ukraine, colonisée, affirme-t-il, par Moscou. Des porte-paroles de la Charte 77, le mouvement tchécoslovaque, ont adressé un message aux participants pour leur dire l'espoir que les travaux de la conférence contribueraient à la dignité de tous les citoyens des pays participants, tandis que venus de Paris, M. Mesmin, député, et M. Miquel, avocat, avaient remis une lettre d'une centaine de députés français et de plus de 800 élus locaux pour demander aux délégations présentes à Madrid d'agir efficacement en faveur des dissidents soviétiques. Cette conférence de Madrid sur la sécurité et la coopération en Europe se veut être une suite directe de la fameuse conférence de Helsinki il y a 5 ans, un bref rappel historique maintenant présenté par Jean-Pierre Biondi. Le 1er août 1975 a été signé à Helsinki l'acte final de la première conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. Non sans mal, puisqu'il avait fallu 2 ans de pourparlers pour aboutir. Signé par 35 pays, tous les pays d'Europe moins l'Albanie, plus les États-Unis et le Canada, l'acte est un document qui n'a pas valeur de traité, mais est plutôt un code de bonne conduite consacré à la paix en Europe et à la détente dans le monde. Pour les soviétiques en particulier, Helsinki est surtout la consécration du partage de l'Europe opéré à Yalta à la fin de la guerre mondiale. Mais l'accord comprend 3 grands chapitres, 3 corbeilles, ont l'habitude de dire les diplomates, dont l'un a trait aux problèmes humanitaires, vite confondus avec les droits de l'homme. Et c'est là que tout se gâte. Déjà, la divergence d'interprétation est à l'origine de l'échec de la 2e conférence qui a lieu à Belgrade, d'octobre 77 à mars 78, et dont Jimmy Carter voulait faire un débat public sur les droits de l'homme. Léonid Brejnev, qui avait considéré l'accord d'Helsinki comme un pilier de sa politique, paraît alors y attacher moins de prix. Parallèlement, Washington multiplie les attaques contre l'Union soviétique, accusée de trahir ses engagements. Et de citer à l'appui le sort des dissidents, le brouillage des radios étrangères et bien entendu le problème afghan. La 3e conférence, celle de Madrid, était donc mal partie. 10 semaines de débats n'ont pas suffi pour se mettre d'accord sur un ordre du jour. Aux Occidentaux qui réclament un véritable bilan, les Soviétiques rétorquent qu'on veut s'ingérer dans leurs affaires et qu'ils sont venus pour parler de l'avenir. En dépit des docteurs penchés à son chevet, la conférence de Madrid demeure dans le coma.
Et on peut dire qu'elle est moribonde, mais pourquoi? Je crois que c'est l'Afghanistan qui a tué la conférence de Madrid. Jean-Pierre Biondi vient de le dire, une conférence dite pour la sécurité et la coopération en Europe doit commencer par un bilan sérieux. C'est-à-dire qu'on doit voir si les décisions prises à Helsinki pour davantage de confiance entre les États, pour une meilleure observation des droits de l'homme, si ces décisions ont été respectées. Et ce bilan, les Soviétiques proposent de l'escamoter en quelques jours, alors que les Occidentaux, au contraire, voudraient qu'on se penche longuement là-dessus, 5 semaines, 6 semaines, etc. Alors, pourquoi les Soviétiques ne tiennent-ils pas au bilan? Premièrement, parce que l'Afghanistan constitue un cas caractérisé d'ingérence dans les affaires d'un autre État. Et deuxièmement, parce que depuis l'Afghanistan surtout, et à l'intérieur même de l'URSS, il y a une répression renforcée contre les dissidents, donc violation des droits de l'homme accrue. Alors si les uns veulent un bilan et si les autres n'en veulent pas, il y a grand risque en effet que la conférence soit très vite enterrée. Oui, mais personne ne veut en assumer la responsabilité de cet échec, si vous voulez. D'où ces artifices de procédure, parce que personne ne veut dire c'est par ma faute que ça n'aura pas lieu. Alors, on fait semblant. Comme la conférence doit statutairement s'ouvrir le 11 novembre, on fait semblant d'être encore le 10 novembre à minuit moins 2 en arrêtant la pendule. Tout ça est un peu byzantin, mais le fond est très très clair. Le fond, c'est que la détente est malade et que l'Est et l'Ouest ont de plus en plus de mal à se parler. Quelle est la situation en Pologne au lendemain de la décision de la Cour suprême qui donnait raison hier au syndicat Solidarité? Bernard Rapp s'entretient avec l'un de nos confrères polonais que vous avez souvent vu sur nos écrans vous expliquer les choses de Varsovie. Il est aujourd'hui sur notre plateau à Paris. Monsieur Bilik, la Pologne connaît aujourd'hui une situation sans précédent dans l'histoire du monde communiste. Voici un pays où il existe deux autorités différentes et concurrentielles, le Parti communiste et les syndicats indépendants, ça ne s'est jamais vu. Mais je ne pense pas que ces deux autorités doivent être vraiment concurrentielles. Elles le sont pour l'instant. Ce que je souhaite personnellement, à ce qu'elles ne deviennent plus, à ce qu'ils collaborent ensemble pour envie de sortir notre pays de la crise qu'elle passe toujours. C'est un peu une hérésie pourtant. Vous croyez que les soviétiques vont longtemps tolérer cela? Mais écoutez, la question ne se pose pas dans le terme de la, si vous voulez, tolérance. Je pense que c'est un fait. Ce qui intéresse l'Union soviétique, j'en suis persuadé, c'est à ce que la Pologne sorte de l'impasse actuelle. Et je trouve que la meilleure voie, c'est de continuer sur cette voie que nous avons suivie jusqu'à maintenant, qu'on va suivre, surtout après la reconnaissance formelle de la solidarité. Pensez-vous que les accords de Gdansk vont être concrètement réalisés? Mais je le pense, puisque je pense aussi à la fois que si elle ne l'était pas, ce serait le pire. Ben, il faut éviter ce pire. Mais la situation en Pologne est très difficile à l'heure actuelle. La situation économique, ça peut être, sinon un prétexte, en tout cas une raison pour que tout ou partie de ces accords ne soit pas appliquée. Ben, là, vous parlez de cette partie des accords qui concerne avant tout les revendications salariales. Qui est une base importante. Là, il pourrait y avoir quelques problèmes. Là, je pense qu'on pourra compter sur Lech Walesa et ses amis pour qu'ils fassent comprendre à certaines catégories sociales qu'ils doivent un tout petit peu attendre peut-être pour ce qui concerne leurs revendications salariales. Ils sont prêts à attendre, vous croyez? Je l'espère. Revenons à l'affaire des statuts de solidarité. Il semble que la Pologne aurait pu faire l'économie d'une crise dans cette affaire, puisque nous voici aujourd'hui, avec la décision de la Cour suprême, reportée 3 semaines en arrière. Ce sont les mêmes résultats, avec la crise en plus. Là, je partage votre opinion. Alors, quelle va être la réaction, à votre avis, aujourd'hui, des syndicats indépendants par rapport à tout ce qui se passe en Pologne, les difficultés économiques, les rapports difficiles avec le PC? Mais je pense que les rapports avec le PC seront moins difficiles qu'auparavant, bien que nous sommes tous obligés d'apprendre notre démocratie tout à fait à nouveau. Et c'est un apprentissage autant bien pour les membres du parti que pour les gens de la solidarité, que pour tous les autres, n'est-ce pas? Mais je pense aussi qu'on pourra faire beaucoup en profitant de cet élan humain que constitue la solidarité. Vous pensez qu'il y a un acquis positif avec solidarité? Je le pense, je le crois sincèrement. Il y a en France actuellement une trentaine de citoyens et de citoyennes désireux de se présenter à l'élection présidentielle, mais une candidature, pour être valable, doit être soutenue par 500 signatures de parrainage. 2 dames ont annoncé qu'elles avaient chacune déjà 500 promesses de signature, Arlette Laguillet et Huguette Bouchardot. Seulement une fois que ces signatures sont obtenues, il faut encore qu'elles soient validées par le Conseil constitutionnel et l'ensemble des formalités à accomplir est considéré par les petites formations comme un moyen de freiner leur participation à l'élection. Un reportage de Patricia Charmellet.
L'obstacle des 500 signatures pour se présenter à l'élection présidentielle est plus facile à franchir qu'on ne le pensait. Après Arlette Laguiller pour Lutte ouvrière, Huguette Bouchardot, la candidate du PSU, a elle aussi obtenu les 500 parrainages. Mais il restera pour elle et pour tous les autres candidats une autre formalité importante. Les signataires, les parrains, devront en effet remplir un formulaire officiel qui leur sera délivré par les préfectures. On demande aux maires, aux conseillers généraux, aux députés, aux sénateurs qui ont accepté de donner leur parrainage, on leur demande d'aller retirer eux-mêmes en préfecture le formulaire nécessaire. Ça a un but bien précis. Nous avons, nous, recueilli beaucoup de signatures de maires de toutes petites communes. Quand on sait la dépendance de ces petites communes à l'égard du pouvoir préfectoral pour tout ce qui engage la vie des petites communes, mais je crois qu'il y a là très clairement une attitude d'intimidation. On essaie de faire que ces maires n'aient pas envie d'être reconnus comme appartenant à un courant parce qu'ils auraient parrainé. En fait, la plupart d'entre eux se sont engagés simplement par souci démocratique, et non pas parce qu'ils avaient les mêmes opinions que nous. C'est donc le Conseil constitutionnel qui fait actuellement imprimer le formulaire, qui doit donner un avis sur les conditions et la date de sa diffusion. Il est évident que les petites formations espèrent donc que ce fameux formulaire sera distribué à temps pour leur permettre d'enregistrer officiellement leurs candidats. Direction ciel. La sonde interplanétaire Voyager 1, qui s'approche de Saturne, doit passer au plus près de cette planète demain. Après avoir frôlé Titan, le plus gros de ses satellites, elle envoie des photos au laboratoire de Pasadena en Californie, photos que nous recevons de là-bas en ce moment même et que nous découvrons sur l'écran comme fou. Voyager passera donc à 4000 km de Titan, malheureusement que l'on ne voit pas sur ces images. Ce satellite à peine moins gros que Mars est la seule lune du système solaire à avoir une atmosphère composée d'ammoniac, de méthane et d'éthane et d'azote. Certains pensent que l'effet de serre provoqué par cette atmosphère pourrait être propice à une forme de vie primitive. Saturne est la 6e planète du système solaire et, pour l'atteindre, Voyager a parcouru plus de 2 milliards de kilomètres. Saturne, c'est aussi la planète la plus jolie, avec ses anneaux plus nombreux et plus grands que ce que l'on pensait. Ils sont probablement composés de roches et de glace. La composition de Saturne n'est pas très précise, mais on sait qu'elle tourne très rapidement sur elle-même, et c'est ce qui entraîne un fort aplatissement des pôles. Après Jupiter, c'est la plus grosse planète et, comme elle est relativement légère, on pense qu'elle est composée d'hélium et d'hydrogène, tout comme son atmosphère. Un nouveau pas tout à fait considérable a peut-être été franchi dans le domaine de la production d'énergie. Des physiciens de l'école polytechnique viennent de réussir une réaction de fusion thermonucléaire grâce à un très puissant laser, et ce pour la première fois au monde. Alors, selon les techniciens, si l'on arrivait à faire passer cette technique au stade industriel, on pourrait tirer d'1 litre d'eau de mer autant d'énergie que ce que donne 20 000 tonnes de fuel. Cela paraît fantastique. À vrai dire, malgré la réussite du professeur Édouard Fabre, il ne faut pas attendre de résultats vraiment concrets avant l'année 2020 ou même 2030. C'est pourquoi Philippe Dumez prend son temps pour vous préciser les choses en soulignant d'abord la différence qui existe entre fusion et fission. Dans les réacteurs nucléaires actuels, on utilise l'énergie dégagée par la cassure d'un atome. C'est la fission que l'on provoque par l'intermédiaire d'un neutron. La fusion thermonucléaire consiste, elle, à fusionner 2 atomes et cette réaction dégage une énergie fabuleuse. C'est une réaction de ce type qui a lieu dans notre Soleil, mais il n'est pas du tout évident de la reproduire en laboratoire et de la contrôler. Le professeur Fabre et son équipe viennent donc de franchir une étape très importante puisqu'ils ont réussi à déclencher une réaction de fusion, et ceci grâce à un laser de très forte puissance. Les atomes employés pour cette expérience sont des isotopes d'hydrogène, le deutérium et le tritium. Ce sont des éléments que l'on trouve en quantité considérable dans la mer, c'est-à-dire que la matière première de cette énergie est énorme. L'expérience réalisée à l'école polytechnique a consisté à utiliser le faisceau laser pour écraser les atomes les uns contre les autres et ensuite porter ce mélange à une température dépassant 10 millions de degrés pour déclencher la réaction de fusion. Attention, c'est une opération qui dure moins d'1 milliardième de seconde et il faut qu'elle se fasse dans le bon sens, sinon il n'y aura pas de fusion.
L'autre victoire de nos chercheurs consiste à avoir mis au point un laser à ultraviolet qui diminue l'énergie nécessaire au déclenchement de la fusion. En effet, il est impératif que l'énergie produite soit supérieure à l'énergie nécessaire pour provoquer la fusion thermonucléaire, sinon ce ne serait pas rentable. Avant d'en arriver au stade industriel, il y a encore énormément de problèmes à résoudre et il n'est même pas encore prouvé que le laser soit la meilleure méthode. À propos de la flambée des prix des fruits et légumes la semaine dernière, au moment des très grands froids, M. Lamy, président de l'Union fédérale des consommateurs, s'est félicité aujourd'hui de la baisse enregistrée depuis hier sur les marchés de gros. Pour lui, le boycott peut faire réfléchir les professionnels en cas justement de flambée des prix. Une telle action doit avoir une durée très brève. Elle a donc un effet dissuasif vis-à-vis des distributeurs sans être préjudiciable aux producteurs. Et je vous rappelle que M. Monory, ministre de l'économie, avait dit que de telles actions sur les prix prouvaient la maturité du mouvement consommateur. L'ONU vient d'inaugurer ce qu'elle a appelé la décennie de l'eau potable et de l'assainissement. C'est un problème colossal. Il faudra 10 années d'efforts pour équiper le tiers-monde en eau potable, qui manque dans ces régions du tiers-monde à 3 personnes sur 4. Autrement dit, plus d'1 milliard d'êtres humains n'ont pas l'eau saine qu'il leur faut pour l'alimentation et pour l'hygiène. En France, nous sommes évidemment bien mieux lotis. Près de 99% des Français ont l'eau potable sur l'évier, mais le prix de cette eau ne cesse d'augmenter, même lorsque la source en est proche et abondante. Les explications de Bernard Marchetti, et vous verrez qu'elle coule de source. Tous dans le même bain face au kilowatt, les Français voudraient bien être égaux devant le mètre cube et supportent très mal la mosaïque des disparités de prix. Or, situés entre quelques dizaines de centimes et 10 francs, les tarifs de l'eau potable ne font que refléter les conditions locales. À la limite, 36 000 communes, 36 000 cas. Nos problèmes de robinet sont loin d'être clairs. Et puis, dans le prix de l'eau, il y a de moins en moins d'eau et de plus en plus de taxes, 40 à 80%, dont l'assainissement et épuration. Cette vis sans fin plongeant dans la Garonne alimente partiellement la régie municipale de Toulouse. Une régie parce qu'une grande agglomération peut supporter un grand service technique autonome, ce qui ne signifie pas que l'eau y est donnée. Ici, prix moyen, assainissement compris, environ 4 francs le mètre cube quand même. Donc la régie ne résout pas tout. Disons qu'elle est souvent moins chère que le privé à service égal puisqu'elle est désintéressée pour mieux se consacrer aux investissements divers et à la qualité. Le prix de l'eau à son gîte n'a pas de prix, c'est zéro. Alors ce qui compte, ce qui intervient dans le prix de l'eau, c'est la qualité de l'eau brute, la qualité de l'eau que l'on veut distribuer, la topographie du terrain auquel on doit la distribuer, suivant qu'il est plat élevé, qu'on a la source au-dessus. Également, les investissements que l'on a à faire, soit qu'on a des investissements à faire, soit qui viennent d'être faits. Calas, petite commune qui s'étage sur une colline du Var, a écarté toute forme de contrat privé au profit de la régie municipale. Dans ce cas, la collectivité trouve la ressource, souterraine ou de surface, crée son réseau, l'entretient et le gère. Chaque année, Calas distribue 150 000 mètres cubes, prix moyen au mètre cube, assainissement compris, 2,25 francs seulement, parce qu'une régie ne fait pas de bénéfices et réduit les frais au minimum. Donc ici à Calas, le prix du mètre cube moyen est de 2,25 francs, parce que le maire et ses cantonniers mettent ensemble la main à la pâte, et parce que le régime des eaux ici est en régie directe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bénéfice. En revanche, toujours dans le Var, à quelques dizaines de kilomètres d'ici, à Hyères, le prix du mètre cube moyen est de 5,05 francs. Et pourquoi le double de Calas? Parce que Hyères a besoin de ressources considérables, parfois lointaines, saisonnières, d'une infrastructure pesante, et parce que la commune qui a créé son réseau en a cédé l'exploitation à la plus importante société française spécialisée, la Compagnie Générale des Eaux. C'est l'affermage. Comme salaire du service, la compagnie touche ici 2,97 francs au mètre cube, vendu de 3,95 francs à 8,26 francs selon les cas. La part fermière de 2,97 francs représente le vrai prix de l'eau puisque le reste est constitué de diverses taxes, réseau d'assainissement ou encore redevance communale d'investissement. Pour Hyères, ville moyenne et saisonnière, c'est la moins mauvaise des solutions. Vous l'avez bien compris, il y a quand même un certain monopole qui s'exerce, un monopole qui doit être mieux contrôlé
de façon à ce que les communes ne soient pas pénalisées. Quand je dis les communes pour qu'elles ne soient pas pénalisées, ça revient à dire que bien entendu c'est la population qui en subit les conséquences. Mais si la France est un fastueux château d'eau, notre carte des robinets ressemble à celle des fromages. Des centaines de ressources différentes, des distributions différentes, donc des factures différentes. Un véritable casse-tête. À l'occasion des législatives 78, la gauche avait relancé l'idée de nationalisation de l'eau. Je pense qu'il faut incontestablement trouver une formule décentralisée de nationalisation de la distribution d'eau en France. Je n'aime pas malgré tout beaucoup, en l'occurrence, le terme de nationalisation. Je pense qu'il faudrait une municipalisation de l'eau, ou en tout cas une maîtrise par les collectivités publiques de la distribution de l'eau dans notre pays. Vous savez que le prix de l'eau dépend essentiellement de son prix de revient local, et que ce prix de revient est très variable suivant les régions, suivant même les collectivités, suivant les endroits. Alors, finalement, cette péréquation reviendrait à faire payer plus cher des gens qui actuellement ont de l'eau pas chère, de l'eau économique, et qui revient pas cher réellement, et à faire payer moins cher, au contraire, des gens pour lesquels l'eau a un prix de revient considérable. Déjà, des collectivités se groupent et pratiquent la régie, avec l'aide fréquente de nos compagnies qui sont de niveau mondial. Quant à l'égalisation des tarifs, elle suppose l'interconnexion des réseaux. Elle se fera d'abord par département. Au plan national, c'est au minimum une échéance pour l'an 2000. Le Suédois Björn Borg conjuguait sur tous les modes le dicton « Nul n'est prophète en son pays ». En effet, il avait participé plus d'une dizaine de fois au tournoi international Open de Stockholm, sans jamais parvenir à le gagner. Mais c'est chose faite depuis hier, et il a fait d'une pierre deux coups, puisqu'en battant McEnroe, il a pris sa revanche des internationaux des États-Unis que l'Américain avait remporté cet été. Un commentaire de Serge Richez. 4 défaites de Borg après sa victoire dans le tournoi de Wimbledon ont entamé la tranquille assurance du champion suédois et la sérénité de ses admirateurs. Alors ici à Stockholm, face à John McEnroe dans cette finale retransmise en direct par toutes les télévisions scandinaves, le numéro 1 mondial Borg joue moralement une partie importante. Mais Borg, enfin rétabli de ses ennuis de santé, appliqué, concentré, jouant prudemment, retrouve toute la puissance et la précision de son jeu. John McEnroe sauve 3 balles de premier set, mais perd 7 manches, 6-3, sur le passing set de Borg. Au cours du second set, McEnroe va réagir, mais il ne peut compter sur l'efficacité de son premier service, constamment amorti sur cette surface trop lente. Pourtant mené 5-4 et 0-40 sur son service, le jeune New-Yorkais va sauver balle de match sur balle de match. Mais il s'incline finalement battu en 2-7, 6-3, 6-4. L'Open de Stockholm 1980, c'était le 10e épisode du prestigieux feuilleton Borg-McEnroe. Borg mène maintenant 6 victoires à 4. À Saint-Cloud, cet après-midi, le tiercé réunissait un lot de grande qualité sur la courte distance de 1600 mètres, avec comme favori le cheval irlandais Crofter. Nous prenons la course juste au tournant de la Fouilleuse, tournant aigu et à main gauche, contrairement à Longchamp, Chantilly ou Deauville. Alors vous allez voir, la force centrifuge a pour effet de déporter sur la gauche de votre écran un certain nombre de chevaux, tandis que serrant bien leur corde, voici déjà en tête, tout à fait à droite de l'écran étinceleur, et à côté de lui, Ansel Saint-Martin avec une casaque violette, le favori Crofter. Il prend l'avantage, mais c'est justement des chevaux de l'extérieur, et contrairement à ce que l'on pouvait penser, que va venir le vainqueur, casaque verte. Voici Hilal, appartenant au propriétaire saoudien Mohamed Kustok, et entraîné par Mitri Saliba. Hilal arrive maintenant sur Crofter, celui-ci en violet à droite est secoué par son jockey, mais il va manquer de distance, tandis que Hilal va renouveler sa récente victoire de Longchamp. Un court moment d'indécision et Alfred Gibert montant au bras, sans détacher exactement Hilal, lui fait prendre l'avantage sur Crofter. Les deux chevaux ont dominé le reste du lot. Troisième Moongraver, voici donc Moongraver, de 13-10. Mais si nous vous donnons le résultat, nous n'avons pas encore les rapports du tiercé. Nous venons de téléphoner au PMU, que les turfistes nous excusent. Nous ne les avons pas. Vous les aurez à la dernière édition. La météo, demain du sud du bassin parisien aux frontières de l'est et du nord-est, brouillard et gelée matinale puis ciel nuageux, pluie ou neige accompagnée de verglas dans la journée. Sur les régions méridionales, temps plus doux avec des averses. Partout ailleurs, nuages abondants donnant des chutes de pluie ou de neige. Sur le massif central et les Alpes, elles seront assez fortes. Mais de la Bretagne à la frontière belge, un bon espoir d'éclaircies l'après-midi.
Notre édition est terminée. Ce soir, Patricia Charnelet vous présentera les dernières informations. Demain, antenne de midi avec Patrick Lecoq et comme invité Jean-Marie Benoît, le fondateur du mouvement des nouveaux philosophes. L'émission sera centrée sur son livre « La génération sacrifiée » dans lequel Jean-Marie Benoît dénonce les dégâts de la précédente réforme de l'enseignement. Le soir, vous retrouverez Patrick Poivre d'Arvor. Bonsoir, merci.